Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, les jeunes sont-ils ou pas d'ailleurs réceptifs aux enjeux du management? Quelles relations entretiennent-ils avec leurs managers? On en parle avec Mélanie Paillot, les managers de l'innovation chez Performance, avec une étude, vous allez le voir, qui tord le cou aux idées reçues. Le cercle RH et la santé mentale, c'est un sujet de préoccupation majeur. C'est peut-être dire le grand sujet de l'année, c'est ce qu'a indiqué Michel Barnier, le Premier ministre. L'entreprise est-elle responsable de ces enjeux de santé mentale? On en parlera avec trois experts, Benjamin Saviard, Boutaïna Burkel et Philippe Savrugia. Il est directeur de la recherche chez Équilibre. Et on terminera avec un livre, le livre de Smart Job, Les gentilles filles ne réussissent pas. On fera le point avec l'auteur de ce livre, Morgane Dion, CEO de Plan Cash. On reviendra sur la manière dont parfois les femmes peinent à négocier aussi leur salaire, entre autres. Ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job avec aujourd'hui Mélanie Paillou. Elle est avec nous en distanciel. Bonjour Mélanie. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Manager d'innovation chez Performance, et vous avez sous le bras une étude vraiment passionnante parce qu'elle tord le cou à pas mal d'idées reçues sur les 20-30 ans face au management et face à leurs managers. Étude, précisons-le, sur 6 pays. En un mot, et peut-être même vous avez été surprise, les jeunes ne sont pas rétifs à manager et ne sont pas rétifs à la relation avec leur manager. Est-ce que je résume bien l'étude ? Alors oui, Arnaud, vous résumez bien l'étude. Donc effectivement, une étude européenne menée sur 6 pays qui va réunir plus de 2700 actifs qui ont accepté de répondre à notre questionnaire. 2 questions majeures ont été posées. La première, avez-vous une image positive du rôle de manager? Question qu'on a posée et qu'on a étudiée selon l'âge. Et également, avez-vous envie d'avoir un rôle de manager? Et là... pas notre grande surprise parce que nous, en fait, on avait dans l'idée que les jeunes étaient présents, allaient répondre au rendez-vous du management, mais ça contredisait vraiment ce qui était véhiculé à travers les médias ou même quand on rencontrait nos clients ou nos prospects. Avez-vous envie d'avoir un rôle de manager? C'est la question que vous leur avez posée à ces 20-30 ans. 58% des jeunes Français donc, qui ont répondu à votre étude disent que oui, ils ne seraient pas hostiles à avoir un rôle de manager. Ça, c'est intéressant quand même. Et ils ont une vision positive. Est-ce que c'est d'ailleurs, excusez-moi d'affiner un peu, est-ce que c'est plutôt une vision un peu collaborative ou on reste dans le management très vertical? Ça, c'est une question de fond quand même. Alors non, ils ont une représentation du rôle de manager qui est identique à leurs aînés. Et donc, le soutien aux équipes, les dimensions sociales et d'animation restent très présentes dans la représentation qu'ont les jeunes du management. Donc, ils ont une représentation similaire. Il y a vraiment une représentation commune, quel que soit l'âge. En revanche, pour compléter ce que vous venez de dire, à savoir donc 58% des 20-30 ans ont envie d'avoir des responsabilités managériales, il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que plus l'âge avance, plus l'envie d'avoir un rôle managérial décline. C'est-à-dire que quand on arrive vers les plus de 56 ans, on passe de 58% chez les 20-30 à 46% chez les plus de 56 ans. Donc il y a une forme de lassitude avec l'avancée en âge liée à l'expérience des contraintes et peut-être des difficultés liées à la fonction. 2 derniers chiffres, Mélanie, sont importants. 82% des personnes interrogées pensent qu'on attend d'un manager qu'il stimule la cohésion et le bien-être dans son équipe et 78% qu'il inspire et entraîne l'équipe dans l'atteinte d'objectifs. Il y a quand même cette idée, malgré tout, du manager animateur. Et encore une fois, je repose ma question. On a eu parfois des managers très verticaux. Oui, là, il y a vraiment une dimension qui est tournée vers l'autre. Les représentations autour du rôle de manager sont vraiment liées à la relation aux autres et elles sont communes selon l'âge. Il n'y a vraiment aucune différence dans notre étude liée à l'âge sur ces représentations du rôle et vraiment liées à la représentation, enfin à la relation aux autres. Un dernier mot avant de nous quitter, il y a une homogénéité européenne, ça c'est intéressant. Oui, c'est exact. Il n'y a pas de différence
entre nous, le panel de Français qui ont été interrogés, et les autres groupes européens, à savoir l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Belges. Il n'y a aucune différence significative observée entre les pays. Donc les jeunes ont envie de s'engager, à la fois d'être encadrés par un manager, pour se résumer, mais aussi, pourquoi pas, d'embrasser la carrière de manager. Merci Mélanie Pailloux, manager d'innovation chez Performance, et c'est une étude évidemment à découvrir, étude passionnante, extrêmement fine, à découvrir évidemment sur le site de Performance. Merci Mélanie de nous avoir rendu visite, et puis vous êtes la bienvenue évidemment en présentiel sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, on se tourne vers la santé mentale. D'ailleurs, on parle des managers qui souvent sont en difficulté psychologique. La santé mentale, quel est le rôle de l'entreprise ? Que doit faire l'entreprise ? Parce que c'est un sujet important. Beaucoup de dépression, de difficultés psychologiques, pour ne pas dire de burn-out. On en parle avec nos experts et c'est le cercle RH. Le cercle RH pour parler de la santé mentale. Vous avez peut-être entendu Michel Barnier, le Premier ministre, dimanche sur le plateau de France 2, indiquer que la santé mentale serait la grande cause, probablement la grande cause de l'année. Chaque Premier ministre ou président a lancé des grandes causes. On pense à Jacques Chirac et le cancer. Pour Michel Barnier, c'est la santé mentale. À suivre, évidemment, parce que c'est un sujet important et qui impacte les entreprises. On en parle. Quelle est la responsabilité des entreprises sur le plan juridique ? Et puis j'ai envie de dire aussi sur le plan éthique, parce qu'il y a le droit, puis aussi la manière dont on va accompagner les collaborateurs. Mes invités sont 3 experts de ce sujet. Boutena Burkel, ravi de vous accueillir, CEO de The Help. Pourquoi vous avez choisi un nom aussi compliqué à prononcer ? C'est un souvenir des États-Unis. D'accord. Je suis expatrié là-bas, donc vous dites The Help. The Helper. Helper, ok. Non, mais vous avez le droit de rire. Il y a un R. The Helper. Ok, je m'autorise, je le dirai bien la prochaine fois. Benjamin Savia, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur de l'ICAS France, alors qui a été débaptisé, changé de nom. C'est aujourd'hui l'ICAS. Et vous sortez un livre, Les Icebergs, avec un S, de la santé mentale aux éditions ICAS, guide de navigation au sein de l'entreprise. Et vous allez un peu plus loin que la simple santé mentale RPS. Vous dites, il faut faire de la prévention, et peut-être un peu plus holistique autour même de la famille, pas uniquement le collaborateur ou le dirigeant. Merci d'être avec nous. Philippe Zavieja, ravi de vous accueillir, directeur de la recherche chez Équilibre Conseil, qui vient régulièrement sur notre plateau. Comme l'ICAS, vous faites quoi ? De l'accompagnement et de la R&D sur ces questions, comme vous 3 d'ailleurs ? Alors, Équilibre fait de la R&D, du coup, c'est une des spécificités du cabinet, mais de l'accompagnement, de l'étude et de l'enquête harcèlement, de l'audit RPS. Sur la globalité, donc de tous ces enjeux de santé mentale. Une définition chacun de la santé mentale et des obligations de l'entreprise. On commence par vous, Boutena. L'entreprise a des obligations juridiques. Oui. Commençons par le début. C'est juridique. C'est une responsabilité juridique. Moi, j'ajouterais une responsabilité organisationnelle. C'est-à-dire que l'entreprise est une personne morale qui pose les bases de l'organisation, donc avec des process, des responsabilités, des fiches de poste, tout ce qui découle de l'organisation. Et c'est elle qui va définir une manière de travailler. Et cette manière de travailler peut influencer, impacter, peut développer la santé mentale dans un état, on va dire, de ressources, parce qu'on est content d'aller au travail le matin, ou alors la dégrader quand ça se passe mal, pour plein de raisons, et que je laisse mes autres experts à mes côtés pouvoir développer. Quatrième de couve, Benjamin Savia, vous l'évoquez, intégré seulement en France dans le Code du travail, je parle de la santé mentale, en 2002. Auparavant, c'était la santé dans les usines, les risques musculo-squelettiques, ce qui fait que le corps s'abîmait. Évidemment, le tertiaire arrivant, c'est seulement en 2002 qu'on s'intéresse à la santé mentale. Pourquoi il y a un tabou autour de ce sujet, le mot santé mentale ? Je pense qu'historiquement, on a plutôt parlé en fait des problématiques de stress. Alors évidemment, l'ère industrielle a amené l'obligation de sécurité et de prévention de la santé physique. Mais je pense que oui, c'est cette nouvelle ère tertiaire, c'est d'abord des sujets de stress, c'est des épisodes de crise connus, de suicide notamment, qui ont amené le gouvernement à se pencher sur la question du stress, à monter des observatoires. Donc stress et santé mentale sont intimement liés. Oui, mais on ne parlait pas encore de santé mentale. On parlait de stress. On parlait de stress. C'est un petit niveau. Il y a une évolution sémantique. Stress, RPS, qualité de vie au travail. Risques psychosociaux. Risques psychosociaux, et on va qualité de vie et conditions de travail. Stress
amène ou a pu à nous amener au fil des décennies à parler de sujets encore plus graves dont on parle sur ce plateau. Dépression nerveuse, désengagement total où on débranche pendant 6 mois la prise, on ne peut plus aller au travail, jusqu'au burn-out, allant jusqu'au suicide. C'est bien de ça dont on parle. Oui. C'est le niveau supérieur. Et là, on parle de dégradation de la santé mentale dans ce cas-là ? Alors, disons qu'avec le stress, oui, on est sur un processus qui est susceptible, lorsqu'il se chronicise, d'altérer la santé psychologique et la santé mentale. Pour répondre à votre question sur la définition, moi, j'ai une approche un peu ombrelle de la santé mentale, dans laquelle j'englobe la santé psychologique, qui serait en gros ce que certains appellent le bien-être au travail, le mieux-être au travail. Bref, quand ça va plutôt bien et qui fournit un certain nombre de leviers pour promouvoir la construction de la santé au travail et par le travail éventuellement, et puis le versant des troubles mentaux. Donc des maladies, là, considérées par le médecin comme une maladie ? Alors des maladies ou des déficits qui nous permet d'inclure des gens qui souffrent de troubles de la santé mentale, des troubles mentaux, mais qui sont capables d'avoir une activité professionnelle et qui doivent être intégrés dans le milieu du travail. D'accord, mais en même temps accompagnés médicalement pour certains d'entre eux. Bien évidemment. Des psychologues, des psychiatres, parce que vous êtes psychosociologue, me semble-t-il. Juste, est-ce qu'il y a un peu un tabou autour de cette santé mentale ? C'est un peu quand on dit à quelqu'un, va voir un psy, la personne vous dit, mais je ne suis pas malade. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas ce rapport-là aussi ? La santé mentale, c'est aussi, c'est dit dans votre bouquin sur l'iceberg, c'est aussi faire de la prévention. Avant d'arriver chez le dentiste où on va curer la dent avec une chignole qui fait très mal, est-ce qu'on peut peut-être traiter en amont ces enjeux de santé mentale ? Ça, c'est un sujet, cette préoccupation pour vous ? La prévention peut passer par 2 éléments, la sécurité psychologique au travail, ce que vous évoquez, et l'environnement capacitant. C'est-à-dire qu'on ne met pas dans une situation de souffrance, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'arriver à un nouveau poste, qu'on vient de promouvoir pour X ou Y raison, et qu'on va le mettre en situation limite d'échec dès le jour 1 ou le jour 10. De stress et d'échec, enfin, échec et stress. De stress, l'appréciation du stress peut être quelque chose qui va venir avec le temps, mais que la personne se sente n'ayant pas d'outils, de moyens, de bonnes personnes, de formation, et que tout d'un coup, elle se sente vraiment en difficulté et petit à petit de monter vers une souffrance. Ça peut découler avec une question de harcèlement moral par rapport au N+1 qui n'écoute pas en fait les retours de l'employé qui lui dit là aujourd'hui vraiment j'ai du mal, je n'arrive pas. Moi je vous raconte une petite histoire qui peut avoir sa valeur ajoutée. J'ai eu une petite expérience effectivement d'épuisement professionnel. Je suis allée vers mon manager et je lui ai expliqué que vraiment là ça fait plusieurs mois. Je ne sais pas comment prendre en charge ce qui se passe dans mon projet. Je suis dépassée par la charge de travail. On a travaillé ensemble sur la question de la charge de travail pour arriver à mieux l'appréhender, à prioriser. Mais juste ce que vous dites là, en prenant votre exemple comme un exemple cobaye, moi je suis manager malveillant, je dis mais globalement tu ne sais pas t'organiser, tout a été cadré par une réunion et par plusieurs réunions, globalement ça la met encore plus en danger. Comment on définit quand on est RH, parce que ça c'est des enjeux auxquels vous êtes confrontés, vous êtes des cabinets qui rencontrez les entreprises, donc il faut bien cadrer quand même ces enjeux de santé mentale. Qu'est-ce que de la santé mentale, qu'est-ce qui n'en est pas ? Je suis des RH, moi j'ai beaucoup de collaborateurs aujourd'hui dans mon groupe qui viennent me voir et qui me disent j'ai des problèmes de santé mentale. Excusez-moi, j'ai fait une fac de droit, j'y connais pas grand-chose, comment on fait ? Elle n'a pas un guide pratique pour se dire ah oui, là c'est bien de la santé mentale. Si. Elle a l'iceberg, oui bien sûr. On revient à la couverture, voilà. Non mais simplement peut-être Arnaud pour repréciser, à la différence peut-être de Philippe, moi je ne suis pas psychologue. Je tiens absolument à ce qu'on fasse la différence entre la santé mentale et les troubles liés à la santé mentale. Je prends souvent cet exemple quand on parle de santé physique, généralement plutôt des éléments positifs qui apparaissent. Quand on parle de santé mentale, et ça rejoint l'épisode du tabou, oui. Effectivement stress, dépression, burn-out, schizophrénie, là on a vraiment tout le package d'éléments ultra négatifs. La culture est en train de changer, le Covid a permis évidemment de déstigmatiser le sujet, donc c'est un peu moins... Et on dit même de créer un peu plus de troubles dans la santé mentale, je m'autorise. Par ailleurs, ça a aussi engendré des choses. De la même manière qu'on parle un peu à tout va du burn-out et du harcèlement, je pense que oui, la santé mentale ne va pas y échapper. On peut aussi se rattacher, c'était la question tout à l'heure derrière une définition, il y a une définition qui date de 2014 de l'OMS, de la santé mentale, qui est un état de bien-être, qui permet à chacune de réaliser son potentiel, ces 4 dimensions, de faire face aux difficultés normales de la vie, de pouvoir travailler avec succès de manière productive, un peu toutes les dimensions, et la dernière chose, de pouvoir apporter, d'être en mesure de pouvoir apporter une contribution à la communauté.
Donc là, on est quand même très large. Très ombrelle, là, comme disait Oui. Philippe. Mais Philippe, vous êtes un spécialiste, et là je me tourne vers le psychologue. Comment on fait là ? Comment on fait pour s'emparer, lorsqu'on est un DRH ou une équipe dans un service RH, de s'emparer de ce sujet ? Quel processus il peut mettre en place ? Quel accompagnement ? Et comment il se prémunit, c'est une double question collective, des risques juridiques qu'il peut encourir si tout d'un coup on découvre qu'il n'a pas mis les bons outils en place ? Vous voyez où je veux en venir ? Alors, il y a un certain nombre de dispositifs institutionnels qui peuvent être mobilisés. Le document unique d'évaluation des risques, qui comporte un volet risques psychosociaux, et qui n'est pas qu'un questionnaire à remplir, qui est, dans sa philosophie, une démarche d'identification des risques et d'identification des modes de prévention des risques. Donc il faut qu'il ait mis des outils en place. Voilà. Donc il y a une obligation de mettre des outils en place, Concrètement. qui n'est pas qu'une obligation réglementaire, c'est aussi une aide à la réflexion De la responsabilité sociale. et à la pratique. Alors là, Et à c'est le baby-foot, c'est la salle yoga, c'est le petit ballon, on fait ses étirements, c'est la salle sommeil, Non. ou c'est un peu autre chose ? Non, c'est l'identification des risques dans les conditions de travail, dans l'environnement de travail, dans le management. Quel travail ? À tous les niveaux, oui. Dans le sens du C'est un travail. audit profond. Dans l'autonomie des personnes, dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est vraiment c'est la cristallisation d'une philosophie d'appréhension des risques. Mais excusez-moi, quand je regarde les chiffres, on a 70% des salariés qui expliquent être désengagés justement parce qu'ils ont des difficultés en santé mentale. Donc ça désengage, ça a un enjeu sur la productivité. Quand on voit les résultats de toutes les études, nous disent les salariés sont dépressifs, les salariés sont désengagés, troubles. Excusez-moi, les 70% des personnes avec un problème de santé mentale lié au travail s'en désengagent. Voilà. Ça veut dire que les boîtes ne font pas leur boulot. Excusez-moi, je mets les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'elles font de la cosmétique. Enfin là, vous êtes un peu embarrassé parce que c'est sans vos... Pas du tout. Non, mais c'est aussi vos clients. Non. Bah, en fait, il y a une question de maturité. C'est-à-dire qu'on peut aller juste sur la question de la conformité, ce que vous disiez tout à l'heure sur la question d'avoir un document qui regroupe un ensemble d'actions. Et puis, on peut aller vers quelque chose où on va accompagner, suivre la mise en place et l'articulation de ces actions. Donc il y a minimum syndical parce qu'il y a des règles juridiques, puis on peut aller un peu plus loin. Et ça, c'est là où parfois on le met même dans les dispositifs liés à la stratégie RSE, donc de responsabilité sociale. On peut aller aussi vers une question d'expérience collaborateur pour individualiser et renforcer l'engagement. Et après, il y a toute une question de quel est le rôle de chacun dans cette question de la santé mentale. C'est-à-dire, en tant qu'individu, par rapport à moi-même, de déclarer, d'identifier. En tant que collègue, quand j'identifie... Signaux faibles, je trouve qu'il ne va pas bien. Voilà, et puis même, comment je prends en charge quand je vois qu'il y a des difficultés. Ce que j'offre, c'est ce qu'on appelle en sociologie de la solidarité. À la machine à café, vous avez le collègue que vous voulez aider qui vous dit « Attends, c'est mes problèmes perso, tu t'en occupes pas », parce que c'est bien dit dans votre bouquin. Il y a une grande partie de la santé mentale qui est impactée par un divorce, une difficulté de famille, je suis aidant, mes enfants sont malades. Oui, et ça, c'est une évolution démographique qui va faire que l'employeur va être amené à se saisir de plus en plus, ne serait-ce que pour l'âge de la retraite qui va être prolongé. Enfin, c'est pas dit encore, vous avez vu, on peut revenir dessus. En tout cas, là, aujourd'hui, et qu'il y a une question de l'évolution de la population active en France qui fait que... On est d'accord. Il faut se préparer. Chacun votre tour, il nous reste peu de temps et j'en suis désolé, le sujet est très vaste, mais vous l'examinez, ce sujet sur la partie familiale. À quel moment la DRH dit, écoutez madame, je sais que vous avez des problèmes perso qui sont lourds, vous traversez une période difficile de votre vie, mais moi je suis DRH d'une entreprise et je le dis abruptement, je ne suis pas assistante sociale. Non mais vous souriez, mais c'est un sujet quand même pour le DRH. Jusqu'où il va, quoi? Bah justement, on a en fait encore aujourd'hui des demandes d'entreprises qui souhaitent initier, en fait, pour le coup, une vraie démarche de prévention, parfois sous le coup de la contrainte. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des remontées, il y a déjà l'inspection du travail qui est un peu dans le circuit. Donc là, il faut absolument faire quelque chose. Certaines ne font rien. Et c'est bien dommage, on attendra que l'incendie en fait soit là pour pouvoir activer certains services. Mais ça, c'est le débat en fait entre le fond et la forme. Nous, on a l'avantage, c'est qu'on distribue un service effectivement qui part en fait d'une démarche de prévention holistique, en prenant en compte les employés, les membres du foyer fiscal et sur des dimensions vie privée, vie pro, interface. Vous allez jusque-là. Donc on va jusque-là et on le voit bien d'ailleurs sur les à peu près 11 000 cas
que l'on gère par an sur nos 6 pays, on a à peu près 2/3 des cas qui ont pour origine une problématique de la vie privée. Et qui vient rentrer dans Bien l'entreprise. entendu. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui. C'est un sujet global. Quand on accompagne quelqu'un, il n'a pas qu'un problème parfois avec son Mais manager. certains DRH vous disent que les problématiques de vie privée, c'est pas leur responsabilité. Nous sommes Sous d'accord. couvert de l'article Non, je voulais 41-21. vous l'entendre dire. C'est la pas si passe. simple. Philippe Zavijan. Il y a une grosse étude qui dure depuis presque une dizaine d'années maintenant à l'Université de Montréal, qui décortique, j'ai envie de dire, les problèmes de santé mentale et les déterminants de la santé mentale au travail en trois niveaux. C'est une approche multiniveau. Le travail en tant que tel, l'individu et toute la sphère familiale, environnementale, si je puis dire, groupale. Considérant qu'il faut prendre les trois en compte. De façon holistique, comme l'a dit Benjamin, et qui cherche à évaluer l'efficacité des interventions en entreprise sur ces 3 niveaux, et dont la conclusion est qu'il faut intervenir sur les 3 niveaux simultanément, faute de quoi on n'est pas efficace. Exactement. D'accord. Alors ça signe le constat de faillite des produits, enfin des services cosmétiques que vous évoquiez tout à l'heure, le baby-food. Le bien-être, quoi. On est bien dans ma boîte, quoi. Lorsqu'ils sont tout seuls dans l'entreprise, et ça plaide pour une approche vraiment holistique, comme le disait Benjamin, de la santé mentale ou psychologique, peu importe le terme. Mais Avant de partir, un tout dernier mot, parce qu'on n'aura plus le temps. Je ne pourrais plus prononcer votre livre, c'est un choix. Oui, non, mais juste simplement pour souligner, que c'est la seule démarche qui, pour le coup, permet de réaliser en fait des bénéfices. Excusez-moi, et de l'engagement pour conclure, parce que quand un collaborateur est pris dans sa globalité, il se réengage pour l'entreprise qui, j'allais dire, lui a tendu la main et l'a accompagné, on est d'accord? De l'engagement, de la coopération. Et de la coopération. Donc de la productivité, de l'efficience. Et donc il garde son collab. Moi j'ai l'exemple d'un DRH qui a parlé de nos services, donc Employee Assistance Programme, lors d'un entretien de recrutement, et il m'a dit, on voit à quel point cette démarche d'entreprise match en fait dans les yeux des personnes que l'on reçoit. Je me fais tirer les oreilles par Nicolas Juchat et il a bien raison. J'ai l'oreille rouge. Benjamin Saviard, votre livre Les icebergs de la santé mentale, c'est les éditions ICAS, les vôtres. Boutaina Burkel, CEO de Help Her. Et des helpers, un cabinet Helper, d'ingénierie. je l'ai bien dit, cabinet d'ingénierie avec un peu de tech, une pincée de tech aussi. Et Philippe Zavieja, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Directeur de la recherche chez Équilibre Conseil. C'est un sujet qu'on va traiter le plus régulièrement possible parce que c'est un sujet dont s'est emparé, je dirais, la population, les DRH et jusqu'au Premier ministre. Vous l'avez entendu. Merci à vous trois, c'était un plaisir. On termine notre émission avec notre invité et ses fenêtres sur l'emploi. Le livre de Smart Job avec ce titre accrocheur, Les gentilles filles ne réussissent pas, manuel de combat pour l'égalité au travail, édition Erol, écrit par Morgane Dion. Elle est notre invitée. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, il faut le préciser. Vous êtes CEO de Plan Cash, qui est une application, puisqu'elle va sortir, c'est imminent, dans les jours qui viennent, sur tous les enjeux liés à l'argent et la relation femme-argent. Alors ça va de la négociation salariale. Ce livre, qui est un livre de combat, et vous l'écrivez, c'est un livre militant. Vous l'avez commencé avant de créer votre boîte. Absolument, effectivement. Ce livre, c'est le fruit de 4 années de recherche. J'ai décortiqué, ce serait un peu présomptueux de dire tout ce qui existe, mais en tout cas, une bonne partie de ce qui existe en termes de recherche scientifique. Mon objectif, lorsque j'ai commencé ce livre, c'était de trouver des arguments implacables, des arguments chiffrés sur tous les sujets liés aux femmes au travail, qu'on arrête de nous rabâcher avec « ça n'existe pas, c'est du ressenti, c'est les cas d'une seule partie ». Vous l'avez objectivé. Etc. Absolument, c'est ce que je veux. Objectiver la situation. La situation des femmes, il y a, on l'a traité de nombreuses fois sur ce plateau, le syndrome de l'imposteur. J'ai raté ma négo salariale parce que globalement, je suis à 25% de moins que mon collègue. Ça a un petit peu évolué. J'ose pas. Je peux pas. C'était ça les questions qui vous traversaient quand vous avez commencé à écrire le livre? C'était pas des questions qui me traversaient à titre individuel. En revanche, c'était des questions que j'entendais. En tout cas, c'était des postulats que j'entendais en permanence. C'est pas pour moi. Voilà, exactement. À titre individuel, je ne me sentais pas concernée parce que j'ai été élevée aussi par des parents qui m'ont toujours poussée à aller plus loin, etc. Et j'entendais ces postulats et je me disais, quand même, est-ce que les femmes vraiment n'osent pas? Est-ce qu'elles ne négocient pas? Est-ce qu'elles ont vraiment un syndrome d'imposteur, etc. Et donc, j'ai voulu aussi chercher à savoir quelle était la vérité derrière ces postulats de départ. Et la réalité, c'est que la plupart sont faux.
Pourquoi ? Par exemple, les femmes négocient autant que les hommes. La différence, c'est qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles demandent. Donc ce n'est pas tellement qu'elles ne négocient pas, c'est que l'employeur ne leur accorde pas ce qu'elles demandent. Et vous qui avez étudié ce sujet de manière très scientifique, comme une chercheuse, qu'est-ce qui fait que malgré ce désir d'avoir un salaire qui progresse, pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que l'interlocuteur en face est un homme ? Parce qu'il a ses biais cognitifs ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce n'est pas forcément le fait d'être un homme qui va poser problème. Une femme RH ou manager peut être elle aussi sujette à des biais et à des stéréotypes, donc ce n'est pas une question de genre. Par contre, effectivement, on est tous et toutes élevés dans une société qui va nous inculquer un certain nombre d'idées reçues sur ce que les femmes et les hommes sont capables de faire. Si on parle de la négociation salariale, ce n'est pas un terrain sur lequel on attend les femmes, parce que la négociation, c'est un truc de mec. La guerre. Quoi. Exactement, c'est un truc de mec, il faut en vouloir, il faut avoir certains attributs. Et donc, du coup, quand une femme va négocier, eh bien, instinctivement, on a des biais qui se mettent en place et on va avoir des réactions de retrait. On ne va pas vouloir rentrer dans le jeu, on va moins lui donner, on va et donc on va moins se battre. Autoritaire. Et les femmes le savent, en fait, inconsciemment, souvent, mais on sait qu'on Elles se censurent. Voilà, elles savent, en fait, que le jeu est pipé. Par exemple, la négociation, il y a quelque chose qu'on appelle le coût social de la négociation. C'est le fait qu'en tant que femme, lorsqu'on va négocier, eh bien, la personne en face de nous, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, aura moins envie de travailler avec nous. Et ça nous coûte, en fait, de ne pas négocier. Page 241. Trop souvent, les femmes doivent choisir entre être appréciées ou respectée. Celle qui se montre sympathique, chaleureuse et modeste, indépendamment de ses compétences, se verra souvent dire qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour réussir. C'est absolument incroyable, ça. Donc, il faut quoi ? Il faut montrer un masque de guerrière, il faut être un homme en jupe, quoi. C'est très compliqué parce que... Et d'ailleurs, mon livre n'a pas forcément toutes les réponses. En tout cas, je propose des solutions. Et il faut jongler un petit peu entre tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus arriver avec des gros sabots et taper du poing sur la table parce qu'il y a un backlash social qui est réel. Et donc, il y a ce côté, on ne va pas avoir envie de travailler avec nous, on va nous trouver trop autoritaires, etc. Et en même temps, si on tape un tout petit peu au moins sur la table, eh bien, on ne demande pas, on n'a pas, on n'est pas respecté et on n'avance pas. Donc c'est toujours un petit peu comment on dit, c'est une main de, non, un gant de fer, dans une main de velours. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu cette idée où il faut parfois faire appel à des compétences et à des manières d'être qui sont douces, et puis parfois être un petit peu plus, un petit peu plus rentre dedans. En tout cas, c'est un livre qui normalement doit donner de l'énergie aux femmes à travers des diagnostics, des conseils pratiques, un travail de recherche pour leur donner envie, peut-être d'y aller, comme on dit, quoi, d'oser. Ou en tout cas d'arrêter de penser qu'elles ne peuvent pas y aller ou que les autres femmes n'y vont pas. Merci Morgane Dion, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Vous viendrez nous reparler aussi de cette relation argent et femmes. Les gentilles filles ne réussissent pas, édition Erol. C'est votre livre, c'est un travail qui a représenté 4 ans de boulot. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission, merci à notre ami réalisateur, merci à Saïd au son, merci à Xavier, évidemment, le réalisateur, et puis merci à Nicolas Juchat. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.